Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter personnellement vos études et votre parcours professionnel? Oui, en deux mots, alors en fait, j'ai déjà 60 ans passés, c'est déjà un élément. Ça fait 10 ans effectivement que j'ai construit cette entreprise, ce cabinet de recrutement, de développement des ressources humaines. Et préalablement à ça, j'étais dans trois structures internationales, Procter & Gamble, Beiersdorf, donc les cosmétiques Nivea par exemple, Tesa, etc. Et puis le troisième volet qui est en fait une multinationale dans un autre environnement, l'ex-Carnot Metal Box, Crown Compensing, enfin, spécialiste je dirais, du métal, de la boîte métal, du plastique, etc. Enfin, des conteneurs. Où j'ai eu des postes liés à la fonction de commerciale, de direction commerciale et de direction de ressources humaines, de la mobilité internationale, etc. Puis un jour, voilà, hein, j'ai créé ma propre structure. Et à partir de cette structure, Véronique est venue me rejoindre, d'autres sont venus rejoindre pour développer les affaires. Vous avez, vous avez fait des études commerciales avant. Non. Alors, mon parcours est un parcours d'abord international, puisque j'ai étudié à l'étranger, je suis traducteur-interprète d'État, et j'ai fait un Master 2 de ressources humaines. Donc je suis allé en Allemagne, aux États-Unis, j'ai fait un petit tour aussi en RH. Donc RH c'était la deuxième partie de ma vie professionnelle. C'est un choix personnel aussi, une attirance naturelle vers le développement des organisations et des hommes et des femmes qui la composent. D'accord. Et vous? Alors moi je suis donc Véronique Guéraud. J'ai au niveau donc formation deux DESS, un DESS de psychologie clinique et puis un DESS de psychologie du travail. Ensuite 2 ans un petit peu à droite et à gauche dans différents secteurs où j'ai fait du recrutement et puis du recrutement et puis du marketing, enfin des études marketing, etc. Et ensuite, je suis rentrée il y a 35 ans dans un premier cabinet, donc en 78. Je suis rentrée dans un premier cabinet de conseil, mais surtout de conseil en recrutement. On a développé petit à petit ce qu'on appelle l'outplacement. Et donc pendant des années, en fait, j'ai travaillé sur les deux en développant aussi les bilans de compétences, les études, les évaluations. Voilà, on a été racheté par des Américains, et puis après, il y a oui, Hudson, hein, donc le cabinet qui a racheté en fait s'appelait Hudson, et je suis partie d'Hudson pour rejoindre donc BDRH, et donc Bernard que j'avais connu effectivement comme client et candidat quelques années auparavant. Voilà. Alors, BDRH, qu'est-ce que c'est? BDRH, en fait, c'est trois axes d'activité. C'est un cabinet de recrutement, un cabinet de conseil en ressources humaines et un cabinet lié à la formation professionnelle, notamment management et accompagnement des cadres de tout secteur, généraliste. C'est d'abord un cabinet de recrutement, de management et un peu de chasse de tête, ce qui sont deux métiers à l'intérieur. Et puis, c'est l'accompagnement des organisations et des organismes, que ce soit public ou privé, pour des secteurs divers, avec peut-être deux domaines de spécialité. Un domaine lié à toute l'industrie, je dirais, du plastique, de l'emballage, du pack en général, ce qu'on appelle communément le pack. Et un autre, le tourisme réceptif, notamment. Là, c'est par logique métier. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste, hein. Au contraire, on fait aussi d'autres missions. On a un certain nombre de missions dans l'année que l'on accomplit. Combien de missions? On va se trouver sur peut-être une trentaine de missions. On parle de recrutement, mais si on élargit, on va au-delà bien sûr, parce que vous avez des missions, y compris des appels d'offres, où on va restructurer aussi des organisations, ou aider à restructurer au niveau ressources humaines des organisations, moins sur le côté financier. Pour ce qui est des recrutements, on peut avoir effectivement plusieurs postes ensemble, du même modèle, des postes généralement de cadre à cadre supérieur.
peu de débutants, plus de confirmés. Puisque les débutants, généralement, sont chassés directement par les entreprises. Les débutants souvent mettent leur CV sur les sites des entreprises, hein, donc les entreprises recrutent peu par l'extérieur en fait. Et les débutants, les débutants ils sont recrutés comme ça par les sites. Et alors, Les entreprises. Et alors, comment se passe le recrutement à travers votre société? En fait, la plupart du temps, c'est par annonce. En fait, l'annonce traditionnelle que l'on trouve effectivement sur les différents sites, en l'occurrence des cadres d'emploi et autres sites de ce type, Région Job, Monster et autres. Et puis il y a aussi effectivement l'approche directe. Et l'approche directe s'organise par exemple à travers des circuits, des réseaux, comme Viadeo, LinkedIn ou autres, et par les écoles. On peut effectivement avoir aussi des clés d'accès aux écoles. Bien entendu, il faut être plutôt issu des écoles de type rang A pour pouvoir y accéder. Ce qui fait qu'effectivement, on a aussi un volant de candidature spontanée qu'on va traiter. On va aller chercher encore une fois dans des réseaux plus larges, comme Viadeo, qui lui n'est pas exclusif, je dirais, du label. On peut être bachelier et avoir une opportunité, parce qu'on a une compétence qu'on peut apporter au marché. Ce que, je dirais, les bases de données spécialisées écoles ne permettront pas, puisque les personnes qui auront ces compétences-là ne viendront pas par les écoles. On devra donc aller les chercher par réseau ou par annonce. Donc un candidat, je conseille toujours effectivement de répondre à des annonces. À minima, il sera dans une base de données, avec un champ de compétences peut-être plus pointu pour une autre mission, ou pour une autre opportunité, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et qu'on connaîtra peut-être quelques mois plus tard. À partir du moment où on vous a envoyé un CV, même s'il ne vous intéresse pas pour la mission en particulier, il reste Oui. ad vitam aeternam dans Non, votre... D'abord, il faut une autorisation. On demande effectivement s'il veut bien effectivement que nous le conservions. Ça, c'est la règle. Et puis ensuite, effectivement, on ira éventuellement le ressolliciter un an plus tard pour savoir s'il est toujours, si c'est toujours d'actualité. Il nous arrive d'avoir, c'est rare, mais il nous arrive d'avoir des personnes qui nous disent non, écoutez, j'ai trouvé, merci, je ne souhaite plus être dans vos bases de données. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Hein. C'est arrivé cette semaine, ça ne va pas. J'aimerais bien rester dans les bases de données, parce que finalement, ils restent à l'écoute, même s'ils rentrent dans des entreprises. Vous aimez bien être chassé? Oui, aussi. Oui, bah oui. Plus facile comme démarche. Voilà. Pour le candidat, c'est quand même Confortable. plus confortable. Entre guillemets confortable, toute proportion gardée. Le côté confortable, c'est qu'il est visible. Donc on peut aller le chercher. Avec les techniques de push-pull aussi, que l'on trouve effectivement dans le commerce. Et on lui amène effectivement une information qui va effectivement qui va lui permettre de réagir ou simplement de faire passer son CV sans qu'il fasse beaucoup d'autres, qu'il intervienne plus que ça. Il y a toujours la motivation, il y a toujours le CV bien sûr, mais ce qui est important c'est qu'il soit visible. Et la distinction que vous faites entre rang A, rang B, rang C Les écoles. C'est uniquement dans les écoles, c'est pas le... Non, sur les écoles. C'est le côté école d'ingénieurs, grandes écoles, etc. C'est assez large, c'est un spectre assez large, mais qui prend en compte les niveaux Master 2 en général, et plus. En dessous, c'est un peu plus compliqué. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'être présent à minima sur Viadeo, en renseignant bien les champs, pour qu'on puisse plus rapidement, effectivement, les trouver, les personnes. Donc rang B, c'est quand on n'a pas un master. En dessous, tout ce qui est maîtrise, licence... Ils sont accessibles, mais plus difficilement visibles si nous ne savons pas qu'ils existent. Ou si nous n'avons pas une information liée à une entreprise. Parce qu'on peut aussi nous demander d'aller voir peut-être, ou d'avoir aussi des candidats venant de telle ou telle entreprise pourraient être intéressants pour l'entreprise qui a un poste à proposer. Parce qu'on se dit là, on a des métiers proches, etc.
l'entreprise n'accédera pas à ce CV. Rarement, enfin, à moins que c'est peut-être un grand groupe qui, lui, de toute façon, va drainer des dizaines, enfin, des milliers de candidatures, voire des dizaines de milliers de candidatures spontanées dans une année. Ce qui, dans ma fonction en tant que RH dans l'environnement de Bayersdorf, était le cas il y a 20 ans de ça. Plus de 10 000 CV spontanés. Et c'était pas par Internet, là, c'était... C'était peu par Internet à l'époque. Aujourd'hui, on a énormément de bases de données sur lesquelles on peut aller effectivement s'appuyer, mais les profils deviennent... Les demandes sont de plus en plus pointues, voire complexes, avec double compétence par exemple. C'est là où on fait appel à nous. On est souvent sur des métiers compliqués. Alors, je connais... Oui. Oui, je veux dire, c'est pour ça qu'une entreprise passe par un chasseur de tête. C'est parce que l'entreprise n'arrivera pas à trouver la personne par elle-même. Donc, il faut aller la chasser. Du coup, elle passe par un chasseur de tête. C'est quand même la raison principale. Ou un cabinet de recrutement, pour être plus généraliste. Alors, on fait une petite distinction dans la notion de chasse de tête, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des profils très spéciaux, confidentiels parfois, on va effectivement utiliser la chasse de tête. D'ailleurs, Véronique est au club de chasseurs de tête. Pas chasseur alpin, c'est chasseur de tête. Non. Ça s'appelle comme ça, c'est le métier. Ils sont pas dangereux. Non. Au contraire, c'est profitable pour les personnes qui viennent nous voir. Parce qu'on entame un dialogue. Déjà, avoir le premier entretien, qui est l'entretien téléphonique, c'est déjà un premier élément. L'entretien téléphonique, c'est une demi-heure environ, peut-être un peu plus, parfois un peu moins, mais ça permet déjà de prendre contact. Éventuellement de se dire que on va peut-être pas pouvoir s'ajuster, mais on va peut-être être intéressé par la personnalité, par le cursus de l'individu, qui peut parfois être un peu curieux, mais qui peut être intéressant parce qu'il y a une composante qui peut nous intéresser par rapport à une opportunité qui pourrait arriver. Ou tout simplement parce qu'on a conscience que tel ou tel profil peut être intéressant pour telle ou telle entreprise qui ne l'a pas demandé aujourd'hui, mais qui pourrait peut-être être intéressée un jour. À propos de parcours curieux, qu'est-ce que vous pensez du profil des personnes qui ont fait une thèse de doctorat? C'est tout à fait accessible. C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps de leur proposer dans l'entreprise. Ils sont de toute façon dans le registre, donc on peut les toucher. Une thèse de doctorat, au niveau cognitif, c'est quand même quelque chose de très pointu. Le tout, effectivement, c'est que ces personnes travaillent bien sur leur capacité à convaincre, à s'adapter, peut-être prendre un poste qui n'est pas tout à fait à leur niveau au départ, de manière à mettre, enfin surtout, là, je pense à la population des doctorants qui rentrent sur le marché, c'est pas toujours simple. Il vaut mieux effectivement qu'ils prennent une mission pour se faire une primo-expérience qui leur permette effectivement de se lancer dans un circuit ou un autre. Vous parliez d'une rencontre récente, c'était pour quel type de poste ou quel type de... Ingénieur R&D spécialisé dans les domaines de la chimie fine. C'est plus ça d'ailleurs, les doctorants, en général, c'est pour des postes en R&D, quasiment toujours. On ne va pas prendre ce niveau de poste, enfin ce type de formation, pour en faire un commercial. C'est un petit peu plus tard peut-être que la personne peut, avec la maturité, avoir envie de quitter le R&D, la recherche et développement. Et là, dans ce cas-là, la personne refait souvent une formation complémentaire, soit en commercial, soit en marketing, soit pour évoluer. Oui, un doctorant, c'est vrai que malheureusement il a fait ses 8 années, mais derrière, pourrait être judicieux qu'il puisse y avoir à un moment donné, un petit peu plus tard, un peu en deuxième chance, enfin c'est pas vraiment une deuxième chance, bien sûr, mais un complément qui pourrait être, je sais pas, de la gestion ou autre, ou dans un domaine spécifique. Parce qu'un doctorant peut très bien avoir des capacités commerciales. C'est pas forcément leur tasse de thé, mais c'est tout à fait possible. Et c'est dommage qu'il se coupe de cette qualité qu'il a, qualité humaine,
ou enfin si on appelle ça une qualité, mais pour nous, pour le commerce, c'est une qualité de savoir vendre et de savoir convaincre, de séduire. On doit avoir une tête bien faite et pas toujours effectivement avoir les arguments pour séduire. Et voilà la raison pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué. C'est peut-être moins complexe d'avoir des gens qui ont eu un BTS, voire maintenant un niveau L, licence, et qui ensuite ont pris de l'expérience, que ce que nous trouvons de la part effectivement des doctorants dans l'ensemble. En tous les cas, on reçoit un certain nombre de candidats qu'on ne peut malheureusement pas proposer, compte tenu effectivement de l'exiguïté ou de l'hyperspécialisation de la personne. Vous pensez que le fait d'être trop spécialiste peut empêcher de revenir à des choses généralistes? Ça va vraiment dépendre de la flexibilité de l'individu. Si par exemple vous avez construit parce que vous avez fait un master et que vous dites oui, j'ai une possibilité, je peux continuer, cognitivement ça marche, ça me plaît, etc. Ne pas s'enfermer, à partir du moment où l'individu ne s'enferme pas et qu'il garde une souplesse, une flexibilité par rapport à un marché, il aura certainement cette possibilité. En revanche, il va malgré tout faire peur. C'est-à-dire les grandes entreprises seront intéressées, les plus petites, les PME, vont peut-être être un petit peu plus frileuses. Trop... Parce qu'il sera trop quelque chose ou pas assez quelque chose? Il sera trop spécialisé et puis la partie recherche du R&D, il n'y en a plus dans les petites entreprises. En fait, elles font sous-traiter, et même d'ailleurs les moyennes entreprises, elles font sous-traiter la recherche dans des instituts, à Compiègne ou au CNRS ou autres. Les crédits de recherche sont dans ces instituts et pas dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a plutôt le développement, donc c'est appliqué, c'est pas de la recherche. Et vous pensez que par rapport au master qu'il a passé, il a perdu quelque chose ou il aurait peut-être pas dû faire cette thèse ou... Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'à partir du moment où il a fait cette thèse, c'est qu'a priori il avait quelque chose à apporter, à la fois au marché, au monde économique. Simplement, c'est le pilotage qui est embarrassant, parce que souvent, effectivement, comme l'a indiqué Véronique, il y a des bourses qui sont attribuées, c'est pas fait pour tout le monde non plus, et à partir de là, on devrait quand même pouvoir capitaliser. Ces personnes-là, si elles ont fait ce choix, elles puissent continuer dans cet environnement. Mais si cet environnement ne leur permet pas, parce que le tissu industriel se détruit, on a quelques informations encore ces derniers temps, donc et c'est ce qu'on constate, peut-être que ça lui donne un petit peu moins de chance. Une possibilité pourrait être de s'expatrier, c'est-à-dire d'avoir une possibilité lui aussi, avec une langue étrangère ou deux, d'aller voir ailleurs. C'est un autre domaine, ça. Fuite des cerveaux. Non, oui, c'est bien connu. Ou le partage, c'est-à-dire qu'une personne parte ailleurs pour pouvoir mieux revenir, se fait une première expérience qui sera de toute façon enrichissante parce qu'elle est partie à l'étranger. Culturellement, ça ne peut être que profitable. Maintenant, là, on se focalise sur une catégorie de population. C'est pas l'immense majorité de ce que nous croisons. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on est plus proche, je dirais, d'un master, en général, master 2 d'ailleurs, avec ses LMD. C'est plus par là que l'on va aller effectivement chercher des compétences, ou alors quelqu'un qui aurait une première expérience ou deux belles expériences professionnelles, parce qu'il a simplement développé son savoir-faire. Et vous parliez de l'évolution du marché, donc à votre niveau, vous voyez des choses, des difficultés? Un marché un petit peu curieux, puisque a priori les indices nous font comprendre qu'on continue à croître en recrutement base de chiffres. Mais quand on analyse aussi le marché par rapport à nous en termes d'activité de cabinet de recrutement, il y a le fait que nous avons un peu moins d'activité qui nous est attribuée aujourd'hui. Et que par le biais aussi des possibilités qu'ont les entreprises moyennes et grandes entreprises d'aller chercher eux-mêmes leurs candidats, notamment à travers les réseaux sociaux, ils drainent directement le marché. Alors je pense que pour aujourd'hui un candidat, il a intérêt à faire un truc de travail en direct auprès des entreprises qu'il cible, auprès des cabinets et en réponse aux offres qu'il peut voir.
je l'élargis sans spectre ses possibilités. Parce qu'il est sur les trois. Ce qui autrefois était un peu moins le cas, puisqu'il nous fallait passer une annonce, passer par la plupart du temps par nous, et ensuite on les... On peut ajouter à ça aussi les agents spécialisés, de type intérim, entre guillemets. C'est pas péjoratif, c'est juste qu'elles ont un accès aussi pour donner une primo-possibilité à un individu d'avoir une première expérience qui lui met le pied les prix. Est-ce que vous pourriez donner des conseils aux jeunes diplômés pour réussir à se faire recruter? Des conseils, voilà, lettre de motivation, CV, entretien, des choses ou des critiques, qu'est-ce que vous voyez qu'il faut améliorer, qui vous reviennent? Je pense qu'il faut qu'ils fassent un mailing le plus large possible. C'est-à-dire qu'ils renseignent un maximum leur profil sur les réseaux sociaux. Et je compte dans les réseaux sociaux, les réseaux que je dis sérieux, notamment Viadeo, LinkedIn, mais vous avez aussi d'autres sur lesquels on peut s'inscrire, les cadres emploi et l'autre Monster, etc. Et il est important de s'inscrire là. Le deuxième élément, c'est de bien mettre en valeur leur champ de compétences. Le troisième, c'est d'éviter, je dirais, de dire des choses qui sont fausses, très exagérées. Nous avons aussi une capacité d'aller rechercher de l'information. Donc, soyez vrai. Ce qu'on pourrait dire. Et vous, est-ce que vous auriez des petits conseils Je crois que ce qui est important, c'est effectivement tout ce que la personne a pu réaliser, parce que en général, les candidats ont quand même fait des stages, donc parfois ils hésitent à donner certaines choses. Ils ont fait des stages, ils ont fait des petits boulots d'étudiants, souvent. Il faut mettre tout ça, parce que c'est ça qui va faire la différence avec quelqu'un d'autre. Pour deux personnes qui ont fait les mêmes études, ce sont les stages et la personnalité qui fait la différence. Donc plus le stage est bien décrit, avec des vraies réalisations, plus il va donner, enfin la personne va donner envie. Donc on aura tendance à sélectionner son CV avant quelqu'un d'autre. Enfin, il y a après effectivement la façon de présenter. Il faut s'entraîner aussi pour parler de son CV et de ses réalisations. Il ne faut pas hésiter à parler même des jeunes qui sont associatifs. Les jeunes parfois hésitent à parler de ce qu'ils ont pu faire, alors qu'en fait il y a plein de jeunes qui sont très actifs dans des associations. Et ce sont même des voyages humanitaires par exemple. L'organisation d'un voyage humanitaire, c'est compliqué. Donc un jeune qui a fait un voyage humanitaire, je sais pas, pour aller planter des arbres dans un des pays d'Afrique, c'est quand même une sacrée expérience. Donc ça, il faut en parler. Il faut le mettre sur son CV et il faut en parler. Oui, c'est un élément que je voulais aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est les points divers. On est souvent un peu pauvre sur les points divers qui font justement la différence. Avoir une activité sportive plutôt intense, avoir une passion, quelle qu'elle soit, qu'on fasse du base jump ou que l'on fasse tout simplement un peu de street volley, je ne sais, plutôt basket dans ce cas-là, ça peut être intéressant, ça démontre une différence qui peut peut-être d'ailleurs intéresser un jour un candidat, en tous les cas qui va attirer notre attention. Parce que lecture, cinéma, autres poncifs, ça n'enrichit pas. Après, rester aussi, notre sens, c'est rester quand même dans une forme de norme. Ne choisissez pas 50 millions de couleurs, à moins d'être dans la création. On travaille aussi pour des structures de ce type. Là, il faut savoir se démarquer. Pour le reste, il vaut mieux que ce soit simple, parce que la lecture quand même d'un CV et d'une lettre de motivation, c'est rapide. Merci. J'allais dire, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit courte quand même. Il faut éviter les compositions françaises que le recruteur a un peu de mal à lire. Donc, je crois que le recruteur, il aime quelque chose de concis, concret, avec des points, pour que ce soit facile à lire. Donc, parce qu'en fait, le recruteur, qu'il soit en cabinet ou en entreprise, de toute façon, celui qui recrute, il reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de CV, donc il ne va pas passer son temps à lire une lettre très longue. Donc il faut être précis et synthétique.
Merci à tous les deux. Merci. Merci.